On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la candidate de l'équipe Alain Laplante dans le Vieux-Saint-Luc, Marie Tremblay. Mais d'abord, parlons de Montgolfière, du championnat canadien qui revient à Saint-Jean-sur-Richelieu après 23 années d'absence. On l'a annoncé ici même à l'émission il y a plusieurs semaines, alors qu'on avait en entrevue la présidente de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, plusieurs activités à venir durant l'été, notamment le championnat canadien qui revient après 23 ans d'absence dans la région, et ce, au milieu du mois de juin. On en discute avec deux invités. Ici en studio, Éric Boivin, qui est le directeur général de la corporation. Bonjour. Allô, Éric. Et à distance, non pas qu'on ne le voulait pas en studio, mais notre protocole fait qu'on accepte une seule personne en studio. Sébastien Poupard, qui est l'un des organisateurs aussi du championnat et pilote de Montgolfière. Salutations. Bonjour. Bon, d'abord, Éric, c'est quoi le plan A, le plan B, le plan C, le plan D? Parce que pour un organisateur d'événements qui a été contraint d'annuler son principal événement l'été dernier, vous avez fait des trucs ailleurs, mais on s'entend que le festival a été annulé. Dans les dernières semaines et les derniers mois, qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question? C'est qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait, comment on l'organise, jusqu'à quand on se donne pour l'organiser? Bref, vous avez jonglé avec quoi? En fait, les réflexions ont commencé même pendant l'été dernier. C'est comment on peut prendre notre capacité et la rendre pertinente et utile dans le contexte. C'est la question qui préoccupe toujours le conseil d'administration, qui préoccupe la communauté. Alors, on a développé, comme tu l'as vu dans les médias dernièrement, un plan de projet en 3 axes où on supporte la production d'événements par la ville. Ça, c'est le premier axe. On a développé une série d'activités en soutien à la relance récréo-touristique. Le championnat canadien en fait partie d'ailleurs et va ouvrir la saison récréo-touristique du 10 au 13 juin. Mais ça inclut aussi un volet festival transformé et adapté à la COVID sur 4 week-ends là, pour un total de 10 jours, dont la programmation plus précise va avancer à l'intérieur des 2 prochains mois. À quel moment avez-vous pris la décision de dire, c'est clair qu'en l'été 2021, il n'y aura pas de festival traditionnel sur 9 jours? En fait, je te dirais qu'on a espéré rester dans un modèle relativement traditionnel jusqu'au mois de février. Pour le mois de janvier, là, on regardait aller les choses. Il faut savoir que c'est une production qui est énorme. Hein? Les appels d'offres partent en janvier, les programmes gouvernementaux sont déposés. Mais vous vous êtes rendu compte assez rapidement que ce ne serait pas possible. Que ce ne serait pas possible. On essayait toujours de s'approcher de la cible et en parallèle, on développait un plan d'une dizaine d'initiatives pour soutenir, parce que notre grande préoccupation, puis c'est non pas l'édition normale du festival, où on attire à peu près 200 000 personnes là, qui ne sont pas de notre région, c'est comment on peut soutenir la relance récréo-touristique. Le récréo-tourisme est un des secteurs les plus durement touchés. À quel moment l'idée de ramener le championnat canadien a fait son chemin? Bien avant ça, parce qu'on avait un comité de travail qui incluait d'ailleurs Sébastien, qui avait planché là-dessus toute l'année en 2020 et avec l'aide du festival qui a fait une amicale, une espèce de test, si on veut, d'une dizaine de participants pour tester la formule puis voir à quel niveau de performance on pourrait aller si on créait un championnat canadien qu'on le ramenait ici. Sébastien Poupard, ça représente quoi pour les pilotes de Montgolfière, le championnat canadien? Moi, je l'ai vécu il y a plusieurs années. Mon âge trahit. Vous faites partie un peu de la deuxième génération de pilotes de Montgolfière que ceux des années fin 80, début 90. Fait que pour un pilote de Montgolfière en 2021, ça représente quoi le championnat canadien? Ça veut dire, en fait, un retour un peu aux sources, on peut dire, dans le sens qu'on revient vraiment à la base, c'est quoi une planification de vol, des tâches, un peu plus de gestion en vol. Je dirais que c'est quand même différent de ce que ma génération est un peu plus habituée, dans le sens qu'on fait plus des tours commerciaux avec des passagers, etc. Donc, de revenir avec une planification peut-être un petit peu plus poussée, des contraintes de plus en vol, tout en gardant le côté amical, le côté compétitif aussi en même temps. Donc, ça change complètement la dynamique de vol. Ça fait voir complètement autre chose pour les pilotes, les équipiers, les participants. Bon, évidemment, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est probablement au Canada la ville où il y a le plus de pilotes au pied carré dans la même ville. Évidemment, il y a des raisons historiques à ça. Éric Boivin, est-ce que ça aussi, ça fait partie un peu de l'équation de dire, ben, le championnat canadien, c'est un peu normal qu'il se tienne ici? Bien, écoute, Éric, en fait, on ne peut pas prétendre être la capitale de la Montgolfière si on n'agit pas de façon régulière sur l'industrie du ballon.
sur la valorisation de la montgolfière, sur de multiples activités. Et le championnat, présenter un championnat canadien d'envergure s'inscrivait là-dedans. On voulait aussi aller plus loin. On voulait de l'innovation. On voulait moderniser le championnat canadien. Alors, cette fois-ci, les gens vont pouvoir suivre le trajet des ballons sur Internet. On va avoir beaucoup de caméras aux cibles qui vont diffuser sur nos plateformes. On tourne un documentaire qui va être présenté à la télévision à l'automne sur l'envers d'une compétition de montgolfière en suivant des pilotes. Bref, beaucoup d'éléments nouveaux qui ne sont jamais vus dans un championnat canadien. Mais tu référais au rôle de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans l'univers du ballon. On a 43 pilotes sur 173 au Canada qui sont ici, sur notre territoire, là, dans un rayon de 0 à 40 km de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'évidemment, per capita, on est la Mecque du ballon. Le championnat canadien, c'est environ une trentaine de pilotes canadiens participants, donc qui viennent d'un peu partout au pays. Sébastien, c'est quoi, dans le fond, je dirais, les trucs de compétition que vous avez à faire? C'est quoi les gestes ou les habilités particulières qu'on exige durant cette compétition-là? En fait, chaque vol, il y a des directeurs de vol qui vont te donner des tâches. Donc, il y a différentes façons de faire des tâches qui sont généralement soit un X au sol où il faut aller déposer ce qu'on appelle un marqueur. Donc, c'est une poche de riz avec un grand fanion en arrière, le plus proche possible du centre. Il y a différentes façons d'y arriver, contraintes, etc. Dans le vol, il va y avoir plusieurs tâches comme ça, ou maintenant, avec l'arrivée des GPS, il faut aussi avoir des ballons, des tâches 3D qu'on appelle. Donc, la cible est un peu virtuelle dans l'espace dans le ciel. Et puis, il faut aller passer dessus. Puis, au moment de passer dessus, on appuie sur le bouton, puis ça log notre position GPS en 3D. Puis, encore là, c'est celui qui passe le plus proche qui ramasse le plus de points. Quel genre de pilote participe ou a le goût de faire un championnat canadien? On est ouvert à tous, naturellement. Je pense qu'à la base, ceux qui aiment faire un petit peu différent, repousser les limites, aller chercher un peu une petite adrénaline de plus, parce que veut pas, ça va arriver qu'on va arriver sur la même cible avec les ballons qui se croisent en montant, descendant, en s'accotant un sur l'autre pour aller rejoindre la cible. Donc, c'est quand même assez différent de ce qu'on est habitué de faire comme vol comparé au festival ou les vols, comme je disais tantôt, là, dans la région avec des passagers. Là. Bon. Nous, ici, on le voit dans la région parce que souvent, on voit dans le ciel des montgolfières à tout moment de l'année. Évidemment, au mois d'août, parce que c'est le festival de montgolfière. Des fois, en juillet, peut-être très tardivement, parce qu'il fait très, très chaud. Le mois de juin, c'est quand même intéressant comme période de l'année pour faire du ballon. Là, les ballons, Éric Boivin, ils vont décoller de où? Est-ce que les gens vont pouvoir assister au décollage, à l'atterrissage? Bref, quel est le lien entre le public et ces montgolfières, ces pilotes qui vont participer au championnat? Le lien primaire est virtuel. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir, sur nos plateformes, dire quelle est la tâche qui va se faire ce matin, une fois que les briefings sont faits, que les décisions sont prises, parce que ça dépend toujours de la météo. Et il va y avoir différents sites de décollage, et parfois, c'est même une distance de décollage versus la cible. Il y a une dizaine d'épreuves, si je puis dire, différentes, qui sont réalisables dans le cadre de la compétition et qui se déterminent le jour même en fonction de la météo. Les gens vont pouvoir voir les ballons de partout. C'est sûr que les encadrements sanitaires actuels ne nous permettent pas de les rassembler physiquement à un point de décollage et ou d'atterrissage. Mais avec l'évolution des encadrements, peut-être qu'il y aura un peu plus de flexibilité, on le verra. Mais de toute façon, ils peuvent voir ça partout dans le ciel. Alors, à partir du moment où ils voient qu'il y a un décollage dans telle zone, il suffit de se placer sur le chemin de la cible pour voir aller les ballons et les suivre via nos appareils mobiles aussi. Des championnats, je présume, Sébastien, qu'il y en a un peu partout à travers le monde, championnat canadien, championnat américain, il doit y en avoir d'autres dans le monde. Bref, il y a combien de championnats qui, ultimement, vont converger vers le mondial qui, lui, je pense, va se tenir quelque part en Slovénie, c'est bien ça? Slovénie 2022, c'était supposé être en 2020, mais comme la plupart des événements, ça a été décalé dans le temps. Les championnats, en gros, c'est pas compliqué. Chaque pays a la mission, la capacité de tenir son propre championnat qui détermine les représentants ensuite au championnat mondial. Le nombre exact, je pourrais pas dire, mais il doit y avoir certainement une quarantaine de pays, qui sont 30 à 40 pays qui sont représentés. Et puis, mieux le pays se classe, plus il y a de places qui lui sont offertes pour participer au championnat. Exemple, les Allemands vont avoir 5 ou 6 places, alors que le Canada en a seulement 2, parce qu'historiquement, on n'a pas beaucoup de participants ici.
Bon. Et ça aussi, je présume que dans l'environnement de la montgolfière, pour ceux qui ont un esprit compétitif, de participer au mondial de la montgolfière, comme un petit quelque chose là, de plus. Là. Définitivement, veux pas, il y a des événements qui sont un peu des événements forts dans le monde, que ce soit des gros championnats ou des gros festivals comme Albuquerque aux États-Unis. Ben oui, participer au mondial, avoir la chance d'y aller, c'est définitivement un incontournable, quelqu'un qui fait la compétition. Bon, là, ce que je comprends, Éric Boivin, que le souhait serait peut-être d'avoir le championnat canadien, presque tous les ans? On voudrait répéter? On vise demander à le présenter pour les 3 prochaines années, là, incluant cette année. C'est une année de test qui, je pense, va être très au-delà des attentes et des pratiques habituelles des championnats. Donc, je ne suis pas très inquiet. Mais à chaque année, il faut obtenir l'autorisation de la Canadian Balloon Association, la CBA, avec laquelle on s'est beaucoup impliqué pour développer le projet du championnat. Bon, Saint-Jean a déjà eu le mondial en 91. Est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait un jour être à nouveau l'hôte d'une compétition mondiale? Pourquoi pas? Ça implique beaucoup de choses, par exemple. Oui, ça implique surtout de la planification à long terme à l'avance avec la FAI, la Fédération internationale. Mais avec l'expérience qu'on acquiert en ayant présenté une amicale l'été dernier, en présentant le championnat canadien, là, on peut commencer à réfléchir un peu plus loin dans le temps. Puis encore là, confirmer notre rôle de capitale de la montgolfière. Bon. Comment on arrive à financer le tout? Parce que normalement, quand il y a un festival de montgolfière, il y a des entrées au guichet, il y a du monde qui paye. Puis il y a des commanditaires forcément aussi. Bon, là, dans le cas d'un championnat canadien où le public ne peut pas vraiment se rassembler, donc forcément, le public ne paie pas de billets pour voir les ballons dans le ciel, comment on arrive à financer le championnat? Bien, la première chose, c'est que c'est complètement différent d'un événement de type festival parce qu'évidemment, il n'y a pas d'investissement d'infrastructure très important. Alors, le coût est beaucoup plus bas. Alors, sur la base des programmes d'aide, de subvention à des initiatives locales, on va chercher un peu d'aide. Puis ensuite, avec les commanditaires, on arrive à boucler un budget qui tient la route là, pour présenter un championnat. Sébastien Poupard, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici le mois de juin? Il reste beaucoup de choses à faire. On a des rencontres à toutes les 2 semaines. Donc, finaliser la planification, encourager les pilotes à participer. On a à peu près une quinzaine qui sont inscrits présentement officiellement. On va aller chercher 30, comme on disait. On a plusieurs qui nous disent oui, peut-être, mais il faut qu'ils planifient leurs vacances. Donc, boucler ça. Et puis, le restant, ça va être à nous de se pratiquer d'ici la compétition pour scorer le mieux qu'on peut. Donc, après 23 ans d'absence, Saint-Jean-sur-Richelieu sera l'hôte du championnat canadien de montgolfière. Le 10, 11, 12 et 13 juin qui vient, une trentaine de pilotes vont y participer. Et bien sûr, on va voir, on aura le privilège, comme Joannette, donc de voir des ballons avec une possibilité de quelques envolées. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance. Un grand plaisir, merci. Restez avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, comme pas mal tout le temps, des gens qui ont pas mal plus de talent que nous autres. Lisanne Richard en plongeon de haut vol et en deuxième partie, la vedette québécoise du NASCAR, Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Chaque semaine, les 2 principales formations politiques à Saint-Jean-sur-Richelieu nous présentent des candidats et des candidates dans les 12 districts électoraux. Du côté de l'équipe Alain Laplante, aujourd'hui, on se transporte dans le secteur du Vieux-Saint-Luc, le district numéro 8, avec la candidate Marie Tremblay. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci. On vous connaît d'abord pour avoir présidé le mouvement écologique du Haut-Richelieu dans les dernières années, donc on sent que l'implication citoyenne, ça fait partie de vous. De là, franchir le pas, de faire de la politique, quels sont les éléments qui vous ont, disons, décidé à aller de l'avant? Effectivement, je me suis impliquée pendant les 7 dernières années au mouvement écologique du Haut-Richelieu. Dans mon implication, j'ai d'ailleurs été impliquée au Comité environnement-développement durable de la Ville. J'ai aussi assisté à de nombreuses séances du Conseil, à de nombreuses consultations publiques. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que mon pouvoir d'influence, mon rôle d'ambassadrice, en fait, avait peut-être atteint sa limite. J'ai constaté, en fait, que si je voulais avoir plus d'impact, il faudrait peut-être que je passe de l'autre côté, donc à la table du Conseil, pour où est-ce que les décisions se prennent. Est-ce que c'est une décision qui est difficile à prendre sur le plan personnel, sur le plan professionnel, tout ce que ça implique? Des fois, quand on est à une première expérience, on a la naïveté de dire « Ah, c'est beau », puis bon. Puis là, des fois, il y a des côtés plus abrasifs à faire de la politique, entre autres les médias sociaux aujourd'hui, la controverse, etc. Est-ce que ça a pesé dans la balance, mais finalement, le désir de s'impliquer était plus fort? J'y ai pensé, en fait, la première fois à m'impliquer, j'étais déjà au baccalauréat, donc on recule en 2012. J'avais pensé éventuellement un jour peut-être me présenter à la mairie, ce qui est loin d'être quelque chose que j'ai l'ambition actuellement. Mais ensuite, en 2013, je suis arrivée à Saint-Jean. 2017, quand il y a eu les élections, j'y ai pensé. Mais bon, je venais d'avoir ma première, ma grande fille. Donc, je me considérais trop jeune, j'aimais mon implication. Par la suite, là, c'est ça, dans la dernière année, c'est devenu vraiment plus important pour moi. J'ai constaté de nombreuses incohérences, de nombreux défis. Donc, faire le saut, c'était un bon moment. L'élection 2021, on dirait que ça convergeait pour que je fasse le saut. Oui, c'est difficile de laisser derrière un organisme avec qui j'ai de très bons liens avec les gens qui sont les membres du CA, finalement. On avait une très belle dynamique, on travaillait très bien ensemble, puis on avait des beaux projets. On venait de faire une planification stratégique aussi. Juste avant la pandémie, on avait travaillé là-dessus. Donc, laisser ça derrière, c'est difficile, mais c'est pour porter la cause plus loin, finalement. Donc, Bon. Au cours de ces 7 dernières années à la présidence du mouvement écologique du Haut-Richelieu, quels sont les principaux dossiers sur lesquels vous avez travaillé ou des trucs sur lesquels vous avez pu avoir une influence ultimement dans des décisions qui ont été prises? Un des gros dossiers qui est travaillé depuis de nombreuses années, je dirais par contre qui est porté par Marc Jetten, c'est le dossier par rapport, en fait, à la mise en valeur de la rivière, trouver un statut de protection pour la rivière Richelieu, qui est vraiment un attrait de la région, puis incontournable, finalement. Ça, c'est un des gros projets. Un des projets que je suis vraiment contente d'avoir mis la main à la pâte, c'est les plantations au cimetière sur la rue Saint-Jacques. Ce partenariat-là avec la corporation, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé contribuer. J'ai participé à 2 plantations, puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite de ça, au niveau de l'implication, mon implication avec la Ville au Comité environnement-développement durable, on a quand même fait cheminer des dossiers, on a quand même contribué vraiment à la réflexion, puis pris part, dans le fond, aux discussions avec les citoyens et les autres organismes. Puis ça, j'aimais ça, ces moments-là aussi, là. Parlez-nous de vous un peu, qu'on vous connaisse. On comprend votre implication, côté études, travail, bref, ça ressemble à quoi? J'ai un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal, dans le fond, que j'ai complété en 2013. Par la suite, je me suis inscrite à la maîtrise en prévention et règlement des différends. C'est une maîtrise de l'Université de Sherbrooke, une maîtrise de droit ouverte aux non-juristes. Okay. Cette maîtrise-là, je l'ai faite, dans le fond, suite à avoir connu l'organisme Justice Alternative. En fait, j'ai rencontré Jacques Lalanne qui m'a parlé du programme. Puis, je me suis inscrite et j'ai été acceptée. J'ai été acceptée en même temps que j'ai appris que j'étais enceinte de ma grande fille. Donc, j'ai fait le choix de faire les 2 en même temps. Je me suis embarquée dans les études, puis dans la maternité la même année. Et là, vous travaillez pour le gouvernement fédéral? Je travaille à Agriculture Agroalimentaire Canada, au centre de recherche ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis adjointe exécutive à la direction. Je travaille à temps partiel, 30 heures semaine. Bon. Donc, 2 jeunes enfants, 3 ans, 6 ans, un boulot, beaucoup d'études, beaucoup d'implications.
Si on revient au district, parce que le vieux Saint-Luc, le district numéro 8, c'est l'avenir des golfs, l'ancien golf de la mairie, golf des légendes, on ne sait pas trop. Il y a le projet de M. Poirier aussi sur les terrains de camions bouchés, dont ça a fait un peu de controverse dans les dernières semaines. Bref, il y a encore des zones de développement potentiel et ou de protection des golfs, en golf ou en d'autres choses. Bref, quelle est votre vision d'avenir pour le district numéro 8? Évidemment, on va commencer par les golfs. Les golfs, c'est des milieux qu'il faudrait conserver, soit dans leur activité actuelle de golf ou en milieu naturel. Dans le fond, l'idée, c'est de ne pas les dézoner. Donc, en ne procédant pas à leur dézonage, on a quand même un actif vert, qu'on pourrait dire. Ensuite de ça, pour la terre à boucher, c'est un milieu qui était contaminé, c'est un milieu qui avait une activité lourde, un passé industriel lourd. Donc, évidemment, pour ce site-là, la requalification est appropriée pour le secteur. Donc, est-ce que vous pensez que le ou les projets, parce que la phase 1, la phase 2, mais est-ce que le projet déposé par le promoteur Luc Poirier vous convient? Est-ce que vous pensez que ce qui est sur la table a du bon sens pour atterrir dans cette zone-là? Moi, j'ai assisté à la séance, pas du conseil, mais la séance de participation publique, là, la séance d'information du mois de novembre. Puis, je trouvais quand même que le projet, dans son ensemble, était intéressant. Bon, il pouvait être bonifié suite aux recommandations de la Ville ou de l'analyse du dossier, ou il pouvait être amélioré aussi avec les mémoires déposées par les citoyens. Ça, il y avait de la place pour ça. Le projet en tant que tel, il y avait quand même une volonté, je pense, une piste cyclable, un chemin piéton. Il y avait des bandes végétalisées qui étaient intéressantes. Donc, il y avait quand même un effort de conception qui était présent, qui se démarquait de d'autres projets qu'on voit trop souvent, là, qui sont un peu tous à la même forme, finalement, architecturale. Avez-vous des craintes à l'égard de l'augmentation de la circulation automobile? Parce qu'on parle d'un potentiel d'à peu près 200 maisons. Certains ont dit, ouais, mais là, si on met 200 maisons de plus là, forcément, ça va amener plus de circulation automobile. Est-ce que vous avez des craintes à l'égard de ça? J'ai pas étudié les dossiers de circulation. A priori, c'est pas quelque chose qui me préoccupait, que je m'inquiétais de voir augmenter l'achalandage. Puis, est-ce que pour vous, si on ajoute 200 maisons là, est-ce qu'il faut obligatoirement que le ministère de l'Éducation, donc le Centre de services scolaires, bâtisse une école? Il y a une problématique de desserte scolaire dans le secteur Saint-Luc, même des enfants qui viennent dans le centre-ville parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, pour vous, si on rajoute 200 maisons à ce place-là, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une nouvelle école à Saint-Luc? Sans avoir une nouvelle école, je pense qu'on peut réviser notre pôle institutionnel actuel pour en faire quelque chose qui pourrait accueillir davantage d'étudiants. Il y a de la place sur le site. Par contre, ce que je peux déplorer, c'est le manque, justement, d'anticipation de ce problème-là qui allait venir tôt ou tard. En fait, qui était déjà mentionné depuis quelques années par certains citoyens, puis connus, parce qu'on a laissé se construire le Musique Dépôt juste à côté de l'école Sacré-Cœur. Puis de l'autre côté de la rue, juste à côté de l'école Providence, il y a un immeuble à condo ou à appartement qui s'est construit aussi. C'est deux occasions ratées où est-ce qu'on aurait pu dire, c'est à côté de l'école, on sent un besoin, on achète ça pour que l'école agrandisse. Bon, on verra la finalité de tout ça, parce que c'est sûr que le promoteur Poirier, qui bulldoze un peu, nous dit, écoutez, il y a un droit acquis, là. On peut revendre le terrain demain matin, puis ça va être une cour à scrap, puis ça va être tant pis pour les citoyens, parce que personne ne veut ça. Là. Mais en même temps, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il a revu les gens de la ville récemment pour ça. Là. Mais bref, mais ça reste quand même que c'est une zone importante à développer dans le secteur, parce que des terrains à développer, il n'en reste plus tant que ça. Mais si on revient au golf, pour vous, c'est ou bien on opère ça en golf, ou bien c'est un milieu naturel, mais pour vous, il n'y a aucun développement possible sur le site des légendes ou de l'ancien golf de la mairie. Exactement. Pour moi, on garde le zonage actuel, on cesse de faire de l'étalement urbain. Il y a d'autres façons d'améliorer notre ville, de construire dans notre ville en cessant de repousser les limites. Est-ce que la ville doit ultimement se porter acquéreur de ces terrains-là pour en devenir des milieux naturels? Non. En fait, les milieux naturels, à la ville, le choix a été fait d'acquérir des milieux humides, par exemple, dans les dernières années, alors que la législation provinciale
empêchait déjà leur développement. Pour moi, ça, c'est un exemple d'incohérence, justement, qui me porte à aller en politique, à aller au-devant de la scène, parce que c'est de l'argent des contribuables qui est dépensé d'une façon injustifiée, à mon avis. C'est pas des terrains qui étaient construisibles. On aurait pu se préoccuper d'acheter des terrains pour le bénéfice de la population, de la collectivité, qui avait peut-être plus de pression, justement, de développement. Êtes-vous quand même satisfaite de la politique de la Ville à l'égard de la protection des boisés, des milieux naturels? Il y a eu quand même de l'acquisition de terrain là, au fil des ans. Je sais qu'il y a encore des enjeux, entre autres, à l'île Sainte-Thérèse. Pas dans votre district, mais c'est dans la grande ville quand même. Oui. Êtes-vous quand même satisfaite de ce programme-là qui est en place? L'effort est... Comment je pourrais dire? Ça fait des années qu'on parle de l'environnement. On en parle beaucoup. On sait que c'est une préoccupation des citoyens, encore avec la stratégie de développement durable. On sait que les milieux naturels sont l'enjeu qui mobilise la collectivité. Par contre, la façon que c'est fait, quand on sait que le plan de conservation existe, qu'on fait de l'acquisition à gros montants, à des millions de dollars, mais que ces terrains-là, ultimement, c'est juste une banque de terrains qui appartiennent à la Ville. Ils n'ont aucun statut de protection actuellement. C'est des terrains qui pourraient faire l'objet d'échanges, qui pourraient faire l'objet de développement. Si un conseil municipal a une autre vision, ces terrains-là, c'est juste une banque de terrains. Ils n'ont pas de protection à perpétuité. Par contre, une façon de faire, ça aurait été d'aller avec des organismes de conservation pour les protéger, justement, ces terrains-là. Marie Tremblay, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir quelque part à l'automne quand on sera dans le vif de la campagne électorale. Ce sera un plaisir de revenir vous rencontrer. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. La saison des nids de poules est de retour. Il y a un formulaire en ligne pour les dénoncer sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, quand vous constatez ça, vous allez sur sjsr.ca/nid de poule pour pouvoir dénoncer le fameux nid de poule pour qu'on puisse le réparer le plus rapidement possible. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain.